Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes attentes pour le prochain Festival de Cannes. Festival de Cannes, j'aurai l'opportunité d'y aller pour 2 semaines. Je m'étais rendue à Cannes l'année dernière dans le cadre du pass 3 jours, donc c'est un pass pour les moins de 28 en l'occurrence. Tu candidates, si tu es accepté, tu as une accrède pour aller pendant 3 jours au festival. Là, cette année, j'y vais pour la presse. J'y vais pour le blog du cinéma pour lequel j'écris régulièrement. Donc voilà, dans une perspective de faire des articles, de faire des vidéos pour les réseaux. Je vous mettrai le lien de ma page du blog en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir les articles, vous pourrez. Et bah là pour le coup je vais pour toute la quinzaine quoi. Je passe vraiment les 15 jours au festival, donc le festival a lieu du 13 au 24 mai, moi j'y vais du 14 au 23 mai. En fait je fais juste pas les cérémonies d'ouverture et de clôture, parce que je suis pas certaine d'avoir des places, donc je préfère venir plutôt le lendemain une fois que le festival est vraiment ouvert. Donc l'idée ici c'est de vous parler de tous ces films que j'attends, il y en a énormément donc je vais essayer de pas être trop longue sur chacun d'entre eux. Mais avant de commencer, quand même pour ceux qui n'y connaissent absolument rien au Festival de Cannes, il faut savoir que évidemment la grande récompense, la récompense ultime c'est la Palme d'Or, mais tous les films qui sont présentés à Cannes ne sont pas en compétition pour la Palme d'Or. En fait à Cannes il y a différentes catégories pour le dire un peu grossièrement. On a une catégorie donc plutôt compétition, où là c'est vraiment les films qui sont en lice pour la Palme d'Or. On a une catégorie avec des films d'horreur, / films fantastiques, / films d'action un peu vénères. On a une catégorie spéciale pour les films indépendants qui vont peut-être avoir un peu de mal à trouver des distributeurs. Donc l'idée c'est aussi de leur donner de la visibilité pour qu'ils puissent être diffusés un peu partout. On a aussi une catégorie avec des classiques du cinéma qui sont proposés en version restaurée. Voilà, autant de catégories qu'on appelle les sélections. Donc vous allez comprendre parce que c'est le terme que je vais utiliser, c'est le terme que j'utilisais pour parler de ces catégories, ce sont les sélections. On va commencer donc par la sélection la plus mythique, qui sont les films en compétition, ces films donc, qui sont en lice pour la Palme d'Or. A commencer par un film de Sergueï Loznitsa qui s'appelle Deux procureurs, qui prend place en Union soviétique, en 1937 en l'occurrence, où on a des milliers de détenus qui sont accusés à tort par le régime et donc qui sont emprisonnés. Ils tentent évidemment d'envoyer des lettres à leurs proches, mais voilà, celles-ci sont brûlées dans la prison avant qu'elles partent. Sauf que voilà, l'une d'entre elles n'est pas brûlée et se retrouve sur le bureau du procureur local. Procureur, un jeune procureur en l'occurrence qui est chevronné, qui est très intègre, qui est très attaché à son régime soviétique et qui y croit dur comme fer. Mais voilà, quand il va recevoir cette lettre, il va au départ penser à un dysfonctionnement, genre c'est pas grave, c'est juste un petit problème, il n'y a rien d'important, mais il va quand même se mettre à enquêter. Et là, il va réaliser qu'en fait, il est dans un régime où il y a vraiment des purges staliniennes qui sont organisées, ce en quoi il ne croyait pas vraiment. Autre pays où les choses sont assez compliquées, et on a ce réalisateur qui est habitué à dénoncer ce qui se passe en Égypte, c'est Tariq Saleh qui, là, va clôturer sa trilogie du Caire, donc débuter avec Le Caire confidentiel, La conspiration du Caire, et là, son 3e opus, qui est Les Aigles de la République, ces 3 films qui n'ont rien à voir, hormis le fait qu'il se passe au Caire, que ça parle de jeu de pouvoir, et qu'il y a Fares dans les 3 aussi. Ça c'est l'anecdote, mais à chaque fois dans des rôles différents, hein, puisque là Fares joue un acteur très populaire en Égypte qui accepte de jouer sous la contrainte dans un film produit par les autorités du pays en fait. Donc voilà, un film qui relève de la propagande en quelque sorte. Et en parallèle de tout ça, il va entamer une liaison avec l'épouse du général qui supervise le film, interprété par Lena Koudry. On va parler d'un binôme qui moi m'intéresse énormément, c'est le binôme à l'affiche de Die My Love de Lynne Ramsay, où on suit dans la campagne française une femme qui se bat contre ses propres démons, une femme interprétée par Jennifer Lawrence et son homologue masculin, n'est nul autre que Robert Pattinson. Ça promet d'être un film très glamour et vraiment en fait je crois que c'est aussi qui m'excite beaucoup forcément, c'est que je vais à Cannes, je vais voir mes idoles quoi, je veux dire Tariq Saleh, mais moi La conspiration du Caire c'était l'un de mes films préférés de l'année où il était sorti, enfin c'est juste fou de se dire que je pourrais rencontrer toutes ces personnes. Robert Pattinson, mais Robert Pattinson moi c'était mon crush d'ado, pas Twilight mais Harry Potter quand il jouait Cédric Diggory à l'époque. Donc voilà, c'est assez fou et il y a plusieurs films vraiment qui réunissent des castings de folie et je suis très excitée à l'idée d'y aller et de pouvoir vous partager tout ça. Parce que c'est vraiment quelque chose que je vais vous faire vivre et je vais vous faire profiter du Festival de Cannes à ma manière. Un autre film avec un sacré casting, c'est Julia Ducournau qui après sa Palme d'Or pour Titane revient avec Alpha. On y suit Alpha, 13 ans, qui est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où Alpha rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Alors au casting, on a notamment Golshifteh Farahani et Pita Rhaim. C'est assez excitant je trouve. Alors, un film d'une réalisatrice pour le coup, comme Julia Ducournau j'ai envie de vous dire, mais
un peu plus particulier puisque c'est Afsia Herzi, donc l'actrice qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Je suis tellement contente pour elle. Donc voilà, qui la réalise La Petite Dernière. C'est un film d'1h47 où on suit Fatima. Fatima, elle a 17 ans et c'est la petite dernière de la famille en fait. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Fatima, c'est une bonne élève qui va intégrer là, une fac de philosophie à Paris et qui va découvrir un tout nouveau monde là-bas. Sauf que voilà, elle va débuter sa vie de jeune femme et s'émanciper ainsi de sa famille et de ses traditions. Dès lors, elle se met à questionner son identité. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'elle peut concilier sa foi avec ses désirs naissants? Ça promet. Et j'enchaîne avec ma plus grosse attente du festival. Parce que je vous l'ai pas dit, mais si vous voyez des petites étoiles apparaître en haut, c'est qu'il s'agit vraiment de mes grosses attentes du festival. C'est ce que je veux voir dans les films que je vois à tout prix. Et celui-ci, bah, c'est le nouveau film d'Ari Aster, quoi. Ari Aster, c'est Boys Afraid, c'est Midsommar, c'est Hérédité. Pour moi, Midsommar, il m'a traumatisée. Vraiment, pour le coup, j'avais aussi adoré Boys Afraid la première heure. Là, Ari Aster retrouve Joaquin Phoenix, voilà, pour Eddington en l'occurrence. Eddington, où Joaquin Phoenix fait face à Pedro Pascal. Oh là là, je suis folle, je suis absolument folle. J'adore Pedro Pascal, j'adore Joaquin Phoenix. Avec Ewan McGregor, ce sont mes 3 obsessions masculines, je pense, dans le cinéma hollywoodien contemporain, on va dire. Et voilà, je suis très excitée de les voir tous les deux dans le même film, avec Emma Stone, avec Austin Butler aussi. Et donc là, le film se passe donc en mai 2020 à Eddington. C'est un thriller qui prend place dans cette petite ville fictive du Nouveau-Mexique où on a une confrontation entre le shérif et le maire à l'approche des élections, il me semble. Voilà. Et donc ça met le feu aux poudres en faisant se monter les habitants les uns contre les autres. Un film qui réunit un sacré casting aussi et qui pour le coup traite comme l'histoire qu'on connaît bien. C'est l'histoire de Jean-Luc Godard. C'est un film qui raconte donc l'histoire du tournage d'À bout de souffle par Jean-Luc Godard, et ce film c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater qui va durer 1h45. Je vous donne les durées parce que c'est intéressant, on a pas mal de films relativement courts sous la barre des 2 heures, donc je trouve que ça a le mérite d'être mentionné. Et enfin, dernier film qui m'intéresse en compétition, c'est History of Sign de Oliver Hermanus, qui prend place pendant la Première Guerre mondiale. On a 2 jeunes hommes, Lionel et David, qui entreprennent d'enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains. Ces 2 personnages sont interprétés par Josh O'Connor et Paul Mescal. Donc voilà, une romance queer de ce que j'ai pu voir. Je suis assez curieuse. De la romance, on a aussi dans les films d'ouverture que j'attendais avec énormément d'impatience. C'était ma plus grande attente française de l'année. Il devait sortir le 30 octobre, il a été décalé au mois de juillet. Donc on se doutait que Pathé avait avancé la date parce que probablement le film passerait à Cannes. Mais je ne m'attendais pas à retrouver Partir un jour d'Amélie Bonin en ouverture du festival. Donc je suis assez déçue parce que c'est vraiment ma grosse attente française de l'année et j'avais fait exprès de pas prendre une place pour la cérémonie d'ouverture parce que voilà. Donc bon, je suis un peu frustrée, je vais quand même essayer de voir si jamais j'arrive à avoir une place, peut-être que je changerai mon train et puis je partirai un tout petit peu plus tôt pour voir le film, pour la conférence de presse aussi, parce que Partir un jour, c'est donc l'histoire de Cécile, interprétée par Juliette Armanet, qui s'apprête à réaliser son rêve, autrement dit ouvrir un restaurant gastronomique à Paris, mais qui est contrainte de retourner dans son village natal à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse, interprété par Bastien Bouillon, et ses souvenirs ressurgissent alors que ses certitudes vacillent. Je suis assez curieuse et vous allez voir, c'est pas la première fois que... c'est pas la seule fois que Bastien Bouillon va interpréter l'amour de jeunesse d'une héroïne. C'est assez rigolo quand même que ça se produise 2 fois pendant le festival. Savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, on m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Oh, je suis désolée, cette vidéo va être vraiment très longue. J'espère que vous avez pris quelque chose à boire ou à grignoter. On passe donc au film toujours en hors compétition. Hors compétition, donc elle est Partir un jour. Et en fait, de façon générale, cette compétition, ce sont les gros films français / les blockbusters. Par exemple, c'est là que vous allez retrouver Mission Impossible. Moi, je l'attends pas particulièrement, donc je le mentionne pas. L'année dernière, hors compétition, t'avais le Comte de Monte Cristo. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des films qu'on retrouve dans cette rubrique.
Autre film très attendu, c'est La femme la plus riche du monde par Thierry Cliffat, où on suit la femme la plus riche du monde, hein, et donc c'est un peu une guerre où tous les coups sont permis, des jeux de pouvoir, etc. C'est une comédie dramatique avec au casting Isabelle Huppert, Marina Foïs ou encore Laurent Lafitte. Enfin, troisième film que moi j'ai noté en hors compétition qui me tente bien, c'est La vie privée de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster. Le film fait 1h40, c'est une comédie pour le coup où on suit Lillian Steiner, donc qui est une psychiatre reconnue, Jodie Foster par conséquent, qui un jour apprend la mort de l'une de ses patientes. Troublée, elle va se persuader qu'il s'agit d'un assassinat et va se décider à mener l'enquête. On va passer à Cannes Première. Alors Cannes Première, c'est une rubrique un peu particulière, une sélection particulière dans le sens où c'est un peu l'eau de consolation. C'est une sélection qui a été ouverte pour ces grands cinéastes qui ne figurent pas en compétition officielle. Du coup, ils sont un peu relégués en quelque sorte à Cannes Première. L'année dernière, c'est le cas d'Alain Guiraudy pour Miséricorde ou Emmanuel Courcol pour Enfant Phare, pour vous donner une idée. Cette année, on retrouve Kirill Serebrennikov. Alors Kirill Serebrennikov, c'est la femme de Tchaïkovski, c'est Limonov. Donc je suis tellement heureuse de le revoir cette année. J'ai hâte. Donc là, j'en perds mes mots tellement je suis très enjouée à l'idée de le voir. Donc il met en scène un roman, en l'occurrence, qui raconte la disparition de Joseph Mengele, je ne sais pas comment on le prononce, il faut que je m'entraîne un peu d'ici là, qui en fait raconte les années de fuite de ce médecin nazi qui trouve refuge en Amérique du Sud. Le synopsis est un peu plus long, mais voilà, on suit vraiment le portrait après complexe, en quelque sorte, d'un bourreau qui tente d'échapper à son destin. Ça s'annonce assez torturé comme film, mais moi j'adore quand Kirill se plonge dans la psyché de personnages complexes, comme il a fait l'année dernière avec Edouard Limonov. On va passer donc à Bastien Bouillon encore, qui joue un love interest dans Connemara d'Alex Lutz. Alex Lutz, moi je vous avouerai que quand on m'a dit qu'il allait réaliser un film, j'avais pas vu Guy, hein, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais un peu flippée. Et puis j'ai vu son film Une nuit où il se mettait en scène avec Karine Viard et ça racontait une romance, le temps d'une nuit à Paris, un peu une échappée dans la vie de ces deux Parisiens. J'avais adoré, c'était vraiment un immense coup de cœur. Et là il revient donc avec Connemara où on suit Hélène qui est issue d'un milieu modeste et qui a quitté depuis longtemps les Vosges. Maintenant elle est installée à Paris, elle a la quarantaine, mais voilà, un burn-out un peu brutal l'oblige à revenir dans son village d'enfance, entre Nancy et Épinal. Un village d'enfance où elle va croiser un visage connu, celui du bel hockeyeur de ses années lycée, interprété par nul autre que Bastien Bouillon. Et donc voilà, c'est l'histoire de leur idylle, un peu à la manière de Partir un jour. Un troisième film que j'ai noté, c'est toujours sur une romance, alors cette fois-ci c'est plutôt en fait c'est une comédie romantique, tout comme... En fait, il y a beaucoup de comédies romantiques cette année, mais je trouve ça génial, moi j'adore ce genre. Ça fait trop plaisir de voir des grands acteurs jouer dans des comédies romantiques, parce que c'était un genre qui a longtemps été mis de côté et un peu déclassé. Là, dans celle dont je vais vous parler, on a notamment Dakota Johnson qui joue dans ce film. C'est Splitsville, dans lequel... alors je sais pas quel rôle elle joue exactement, mais en tout cas c'est l'histoire de Carrie qui, après que sa femme ait demandé le divorce, eh bien court chercher du soutien auprès de ses amis. Ses amis Julie et Paul. Julie et Paul, excusez-moi, cette vidéo va être très longue. Et donc il découvre que le secret du bonheur de son couple d'amis, c'est qu'en fait ils sont en couple libre. J'imagine que ça a sans doute lui donné des idées pour expérimenter ça. On va passer aux séances de minuit, alors ça c'est trop fun. Ce sont des séances qui sont organisées à minuit et demi comme le nom de la sélection l'indique. En gros c'est des films très bourrins. Donc soit du cinéma de genre, que ce soit du fantastique, de l'action, de l'horreur, beaucoup de cinéma coréen pour le coup, ou bien asiatique de façon générale. Cette année on a Dalloway de Yann Gozlan qui avait notamment réalisé Bois Noir. Là il met en scène Clarissa, une romancière en mal d'inspiration qui rejoint une résidence d'artistes, une résidence assez prestigieuse pour le coup, mais une résidence à la pointe de la technologie vous voyez, à tel point que elle va avoir une assistante virtuelle qui s'appelle Dalloway et cette IA, eh ben, ça va un peu devenir son soutien et voire même une confidente. Sauf que voilà, cette IA elle va être de plus en plus intrusive dans sa vie et Clarissa va commencer à se sentir quelque peu surveillée. De là à se poser des questions sur les réelles intentions de ses hôtes. Un film, pareil, on a un personnage solitaire qui est un peu en quête de quelque chose. Ouais, non, en fait, c'était vraiment tordu comme lien entre les deux films. C'est Exit 8, j'imagine, de Genki Kawamura. Là, pour le coup, on suit un homme piégé dans un couloir de métro qui cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. C'est-à-dire qu'il va emprunter différents chemins, il faut traquer qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, mais s'il trouve une anomalie, ben, il doit faire demi-tour. Et s'il n'en voit aucune, il continue. Mais s'il se trompe, notre protagoniste est renvoyé à son point de départ. Et donc l'idée, c'est de parvenir à sortir de ce couloir sans fin. Un film
pour le coup, je suis très curieuse. C'est l'un des derniers ajouts, dans le sens où, en fait, Thierry Frémaux annonce, là c'était le 10 avril, Thierry Frémaux annonce voilà, quelques films qui sont, enfin une grande partie quand même des films qui sont en compétition et dans les sélections parallèles, mais il annonce pas tout. Et donc on a quelques surprises, et parmi les compléments de sélection, en séance de mini en l'occurrence, on a Le Roi Soleil. Alors Le Roi Soleil, moi je suis assez curieuse, c'est un film de Vincent Melcardona qui prend place dans un bar PMU. En fait, un homme est mort. Et un homme est mort en laissant derrière lui un ticket de loto gagnant à plusieurs millions d'euros. Autant vous dire que les témoins du drame vont, comment dire, essayer de repartir avec l'argent. Autant vous dire que ça va bien s'échauffer dans ce bar. Et au casting, on a notamment Pio Marmaille, pour vous donner une idée. On switch à la quinzaine des cinéastes. Alors la quinzaine des cinéastes, ce sont des films singuliers, vous voyez, qui sortent du commun. Pour vous donner une idée, c'est notamment la sélection qui a révélé Michael Haneke. Voilà, donc plutôt sur des films assez particuliers. Là, la sélection donc, ouvrira le 14 mai avec un film singulier, mais plutôt par son histoire. En fait, c'est le dernier film de Laurent Cantet, qui est donc décédé et qui n'a pas pu le terminer. Par conséquent, c'est son ami Robin Campillo qui a achevé le film. Ce film, c'est Enzo, où on suit Enzo, apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, Enzo cherche à échapper au cadre confortable, mais étouvant, de la villa familiale. Et c'est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu'Enzo va entrevoir un nouvel horizon. C'est compliqué parce que je sais jamais si c'est vraiment une romance queer ou est-ce qu'on est plutôt simplement sur une histoire d'amitié. Bon, du coup je sais pas trop dans quelle rubrique classer, mais en tout cas moi je suis intriguée. Et on passe à deux autres films qui pour le coup vraiment m'intriguent parce que ça appartient au cinéma de genre et ça promet d'être assez singulier, des séances plutôt particulière. La première, c'est Que ma volonté soit faite par Julie Kowalski. En plus, c'est des petits films, celui-ci fait 1h35, où on suit la jeune Navoshka. Je m'entraîne pour les prononciations, sachez-le. Navoshka qui vit avec son père et ses frères dans la ferme familiale. Mais Navoshka, elle a un terrible secret. C'est qu'elle a un pouvoir monstrueux, qu'elle a hérité, en tout cas qu'elle pense avoir hérité de sa défunte mère. C'est un pouvoir qui s'éveille chaque fois qu'elle éprouve du désir. Et les choses vont se compliquer quand une Sandra, une femme libre et sulfureuse, va débarquer en ville. Navoshka va être fascinée et ses pouvoirs vont se manifester sans qu'elle ne puisse rien contrôler. Un autre film aussi qui titille ma curiosité, c'est Dangerous Animals de Sean Byrne. Ça dure 1h33 et en fait on suit une surfeuse, Zéphyr, qui est enlevée par un tueur en série obsédé par les requins et qui la retient captive sur son bateau. J'en sais pas plus, le résumé il fait une phrase. Mais moi j'ai très hâte d'aller voir ce film là. On passe à la catégorie Un certain regard où l'idée c'est de débusquer des nouveaux talents. Donc en fait il y a beaucoup de premiers films et vous allez le voir plusieurs comédiens / comédiennes qui passent derrière la caméra. À commencer par Scarlett Johansson qui réalise un film, Eleanor the Great, où on suit Eleanor qui a 90 ans et qui tente de reconstruire sa vie à la mort de sa meilleure amie. Elle retourne à New York après avoir vécu en Floride pendant des décennies. Ça a l'air d'être très feel good, très touchant en même temps et j'ai hâte de voir ça. Vraiment, je suis assez impatiente. Une héroïne de 90 ans, c'est pas commun. C'est une héroïne de 90 ans qui reprend un peu goût à la vie, donc ouais, je suis curieuse. On a un autre film de Stéphane Demoustier qui a réalisé Borgo notamment. Ça s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, donc ça prend place en 1983 quand François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture pour le projet phare de sa présidence, la Grande Arche de la Défense. À la surprise générale, c'est... J'en ai marre des noms compliqués. C'est Otto von Spreckelsen, un architecte danois qui remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, jusqu'alors inconnu en France, va débarquer à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. J'ai noté qu'on avait Xavier Dolan et Swan Arlo dans le film. Donc voilà, déjà vous mettez ces deux-là, moi c'est un argument largement suffisant pour me faire venir. Un autre film pour lequel je suis très curieuse, c'est le premier film d'Harris Dickinson. Harris Dickinson, on l'a notamment vu dans Triangle of Sadness et Baby Girl tout récemment. C'est un film qui s'appelle Urshin et on suit Mike, un sans-abri londonien qui tente de changer de vie. Là pareil, le synopsis fait quelques mots, mais Harris Dickinson à la réalisation, moi je suis assez intriguée pour le coup. Et puis quand on se le dit, j'ai très envie de voir Harris Dickinson en vrai aussi, donc voilà, why not quoi. On a aussi Pillion de Harry Lighton qui fait 1h43, alors celui-ci, ça promet d'être très sulfureux. On y suit Colin, un jeune homme sans histoire qui rencontre Ray, le leader charismatique d'un club de motards. Il l'introduit dans sa communauté queer et fait de Colin son soumis. Ouais.
1h43, ça promet, j'ai très hâte. Un autre film dans lequel on trouve John C. Reilly et Nadia Tereskevich, c'est Pile ou Face, qui est inspiré de faits réels et qui retrace Buffalo Bill cherchant à présenter son spectacle de l'Ouest sauvage au public italien. Allez, c'est la dernière ligne droite, il nous reste 2 sélections à présenter. La sélection de la Semaine de la Critique, qui est organisée très simplement par le syndicat français de la critique, avec l'intérêt d'Adam, j'allais dire Adam, pas du tout, l'intérêt d'Adam de Laura Wendell, qui avait notamment réalisé Un Monde. C'était un film assez court, là idem, elle part sur un film d'1h13, un film qui avait choqué, je me souviens, sur le harcèlement au milieu scolaire, moi j'avais beaucoup aimé. Là on y suit Adam, 4 ans, qui est hospitalisé pour malnutrition à la suite d'une décision de justice. Lucie, l'infirmière en chef, autorise la mère d'Adam à rester auprès de son fils, au-delà des heures de visite fixées par le juge. Mais la situation se complique quand celle-ci refuse une nouvelle fois de quitter son fils. Dans l'intérêt de l'enfant, Lucie fera tout pour venir en aide à cette mère en détresse. Avec un casting que moi j'attends particulièrement, puisque notamment Anna Maria Bartolomei et Léa Drucker. Voilà. Moi j'adore ces actrices, donc je suis très heureuse de les voir ensemble à l'écran. On a également, c'est le deuxième film et le seul, j'en ai noté que 2 en fait pour cette sélection, c'est Baise en ville de Martin Jova. On y suit Sprite. Sprite il a 25 ans et il faut absolument qu'il trouve un job. Mais pour travailler il faut le permis. Et pour se payer le permis, il faut un emploi. Donc finalement il se fait engager par une start-up spécialisée dans le nettoyage d'appartements après les fêtes. Mais voilà, il peut pas aller travailler tard la nuit s'il n'a pas de moyen de locomotion. Par conséquent... il va suivre les conseils de sa monitrice d'auto-école, s'inscrire sur une appli de rencontre pour séduire des jeunes femmes près de ses lieux de travail. L'idée c'est quoi, que ces jeunes femmes le conduisent à son lieu de travail quoi. Sauf que le problème c'est que Sprite c'est pas vraiment un séducteur. Donc voilà, c'est un point de départ assez rigolo. Je sais pas si ça va dérouler sur une comédie romantique, mais en tout cas ça s'annonce assez fun. Et enfin on a 3 films qui me tentent beaucoup, c'est pour la sélection Acide. En fait c'est là que vous retrouvez les films les plus indés de la croisette. C'est des tout petits films qui... peuvent avoir quelques difficultés à trouver un distributeur et donc l'idée c'est vraiment de les mettre en avant pour leur donner un coup de boost. Le film d'ouverture c'est L'Aventure par Sophie Le Tourneur, ça dure 1h40 et on a Philippe Catherine. J'adore Philippe Catherine, donc je suis trop heureuse qu'il soit qu'il fasse l'ouverture de la sélection Acide. Le film donc se passe pendant les vacances d'été en Sardaigne où on suit un road trip en famille, voilà, avec Claudine qui a bientôt 11 ans et qui va raconter leurs aventures au fur et à mesure. On a aussi Drunken Noodles que j'ai noté, de Lucio Castro, 1h22. C'est des petits films, ça je suis trop contente, c'est super facile à caler dans le plat du temps. On suit Adnan, un jeune étudiant en art qui arrive à New York pour y passer l'été. Il effectue un stage dans une galerie où est exposé un artiste atypique et plus âgé qu'il a croisé par le passé. Alors que des moments de son passé et de son présent s'entrelacent, une série de rencontres à la fois artistiques et érotiques ouvre des brèches dans sa réalité quotidienne. Franchement, on a des films assez sulfureux cette année et assez queer, donc moi je suis vraiment très impatiente de voir est-ce que c'est du queerbaiting, est-ce qu'on nous dit oui, ça va être érotique, romance homosexuelle et c'est juste pour attirer des gens, ou est-ce que réellement on va avoir un propos derrière. En tout cas, Drunken Noodles, moi je suis plutôt curieuse. Et le dernier film que j'ai noté pour l'Acide, c'est A Light That Never Goes Out de Laurie-Marie Parpey, ça dure 1h48. C'est l'histoire, là en fait c'est des synopsis qui sont assez longs que je connais moins bien, donc je suis navrée, vraiment j'ai mon ordinateur où j'ai voilà, tout mon programme pour le festival. Donc là en l'occurrence on y suit Polly qui est un flûtiste classique qui retourne dans sa petite ville natale pour se remettre d'une dépression. Retrouvant une ancienne camarade de classe, il se laisse séduire par la musique expérimentale. Polly, qui a toujours recherché la perfection, est attirée par son énergie chaotique et trouve du réconfort dans leurs expérimentations sonores. Ouais, encore un film de quelqu'un qui va dans son village d'enfance. Beaucoup de romances en fait, beaucoup de rom-com cette année parce que c'est vrai que moi j'avais un peu pris ce film séparément, mais en vous faisant cette vidéo je réalise à quel point on a beaucoup de comédies romantiques et moi j'adore les rom-coms, donc ouais, comme je vous le dis, je suis vraiment heureuse d'en voir beaucoup. Je vais juste vous parler d'un dernier film qui dure 13 minutes, c'est un court-métrage en fait, et je suis heureuse parce que c'est un acteur que j'adore qui est derrière ce film, qui se met en scène avec son frère, c'est Taufik Barom. Taufik Barom, c'est le jeune homme qui avait joué dans La Conspiration du Caire, qui jouait le personnage principal, Adam. J'adore Taufik Barom, il a un visage angélique en fait, vraiment, et il peut être à la fois très mignon quand tu le regardes comme ça, et en fait à la fois avoir des rôles glaçants comme le rôle d'un membre du régime de Bachar al-Assad dans Les Fantômes de Jonathan Millet, voilà, dans le dernier film dans lequel il a joué en fait. Là en l'occurrence il joue avec son frère, donc ils interprètent 2 frères qui retournent sur l'île de leur enfance où des secrets enfouis et des tensions pesantes les obligent à affronter un passé sombre qui les lie. Ça dure 13 minutes, c'est Taufik Barom à la réalisation, j'espère qu'il sera présent parce que moi
Je vous disais, on rencontre nos idoles à Cannes et moi j'adorerais vraiment pouvoir rencontrer Tawfik Barham. C'en est tout pour cette vidéo. Ça fait 30 minutes que je tourne et je pense qu'il est temps de vous laisser parce qu'en plus comme j'ai pas vraiment d'extrait à vous montrer, c'est vraiment moi qui papote et j'espère que vous n'avez pas trop ennuyé. En tout cas sachez que la majorité de ces films là sont datés. Si vous allez chercher leur nom sur internet, vous verrez quand est-ce qu'ils vont sortir. Alors pour certains c'est pas avant plusieurs mois. En tout cas j'ai hâte de vous en parler vraiment et vivement qu'on vive tout ça ensemble. Sur ce je vous dis à la prochaine.